Alors, nous accueillons ce soir Vincent de Goléjac avec autant de plaisir que d'intérêt. Vos travaux sont nombreux, riches, reçoivent un écho. Vincent de Goléjac, vous êtes sociologue, professeur de sociologie à l'UFR de sciences sociales de l'Université Paris Diderot, Paris 7. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages et vous animez la collection de sociologie clinique chez RS. Vous êtes l'un des principaux initiateurs de la sociologie clinique. Une sociologie qui ne se distingue pas par son objet, mais par sa démarche. Articuler le social et le psychique, en analyser les influences réciproques. Vous avez développé et animé des groupes d'implication et de recherche dans une quinzaine de pays en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Vos recherches sont notamment portées sur la névrose de classe, ça a été votre troisième thèse de doctorat, la honte, la lutte des places, le coût de l'excellence. Alors le titre de la séance de ce soir est ainsi formulé: crise du travail et travail en crise, ce qui peut changer. Donc dans nos échanges, là, on s'est dit que peut-être cheminer autour de ce qui peut se présenter comme une forme de paradoxe, à savoir des conditions objectives du travail qui n'ont cessé de s'améliorer, au moins dans les pays développés, et dans le même temps, des modalités subjectives qui deviennent, ou sont, une source de difficulté, voire de souffrance. Donc essayons de repérer là, dans notre discussion, dans nos échanges peut-être, ce sur quoi les acteurs que nous sommes peuvent agir. Merci Philippe, bonjour à tout le monde, je suis ravi d'être ici, pour beaucoup de raisons. Je ne vais pas en parler tout, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir pour moi de venir ici à Marseille. Et c'est un grand intérêt de vous rencontrer pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait effectivement cet aspect un peu paradoxal que les conditions objectives de travail se sont quand même considérablement améliorées. Si, hein, vous voyez le film Germinal, par exemple, ou même les temps modernes, ou même un livre que vous connaissez sans doute. J'ai vu que la téléfilm était passé la semaine dernière, je crois, sur le Au bonheur des dames de Zola, sur les grands magasins, etc. Donc les conditions objectives se sont incontestablement améliorées et les conditions subjectives semblent se détériorer quand vous écoutez les gens. Ils vous disent ça va, ils soufflent. Je viens de l'université en lien avec l'URMIS. L'URMIS c'est une des unités de recherche de l'IRD. De l'IRD, c'est ça. Donc ils sont mes collègues de l'UFR de sciences sociales. Et ce matin, ils sont tous au bout du rouleau, alors que le métier d'enseignant-chercheur est quand même un des métiers les plus enviés. Moi, je l'ai vécu. Je suis à la retraite depuis une semaine, imaginez-vous. Donc je suis complètement habilité à parler du travail sérieusement. Mais je continue évidemment, comme tous les retraités qui sont sur ce profil, de faire 10 métiers en même temps, à faire au moins 9 autres métiers. Par exemple, vous rencontrer, animer des conférences, écrire des livres. Et alors, à l'université, les gens, ils vont pas bien. Hier, j'étais avec des gens qui venaient de l'hôpital, des rhumatos, des infirmiers. Ils vont pas bien. Les psychiatres, je ne vous dis pas. Les policiers, les juges, les travailleurs sociaux. Et ce que j'avais vu pendant des années dans le privé, en travaillant dans les grandes multinationales, de ces cadres surchauffés, surtressés, surtendus, etc., et ben, je le vois maintenant un peu partout. Et on pourrait penser que c'est franco-français, c'est lié à François Hollande, Sarkozy, la RGPP. Vous connaissez tout la RGPP, j'ai pas vu. Mais non, j'ai un étudiant qui vient de finir sa thèse sur les pompiers de Florianopolis. Imaginez tout. Florianopolis est une île au sud de Rio, de Janeiro, entre Porto Alegre et Rio, qui est un endroit magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez surtout pas. Et bien, les pompiers de Florianopolis ont les mêmes symptômes de burn-out, de stress
d'épuisement professionnel qu'une étude que j'avais faite sur la caserne de pompiers de Pau, dans le Béarn. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail qui fait qu'on a un certain nombre de symptômes sur le fait que ça ne va pas bien. Donc il y a je peux vous faire des statistiques, mais vous les connaissez sans doute, sur le fait qu'aujourd'hui, plus de 50% des salariés disent éprouver du stress au travail, que les troubles psychologiques liés au travail ne cessent d'augmenter pour toucher 24% des hommes et 37% des femmes. C'est quand même des statistiques énormes. Des troubles psychologiques. Je ne parle pas simplement du mal-être comme ça et du sentiment que je suis un peu fatigué ou tout ça. Non, vraiment des troubles. Et que on voit régulièrement dans les magazines des enquêtes et autres. Je ne vais pas vous assassiner avec des chiffres, mais là où ça commence à intéresser les entreprises, les dirigeants, c'est que les études, par exemple, du Bureau international du travail sont à peu près les mêmes que les études qui sont faites dans chacun des pays, qui considèrent aujourd'hui que le coût du stress et tous ses dérivés représente 3 à 4% du produit intérieur brut, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Alors, moi j'ai d'abord étudié ça dans les multinationales. Alors la sociologie clinique, en 2 mots, je ne sais pas si Max Pagès est un nom qui vous dit quelque chose. Moi, c'est grâce à lui que j'ai découvert les sciences humaines. Et il était professeur à Dauphine. En 68, je terminais une maîtrise de droit et j'ai démissionné du cabinet juridique où je travaillais le 28 avril 68, simplement sur l'idée que ma vie ne pouvait pas être ça, quoi. Je m'ennuyais. Bon, et c'est là où... D'ailleurs, c'est intéressant par rapport à la question de l'identité du sujet. L'émergence du sujet, c'est d'abord dire non. Et puis tout d'un coup, j'existe parce que j'ai dit non, quoi. C'était pas une existence... Tout était à faire. Mais j'ai été, sans doute, une des chances de ma vie, ça a été de faire ce choix-là le 28 avril. Le 1er mai, un de mes copains, je n'étais pas politisé du tout, se fait arrêter, place de la Sorbonne. Il allait au centre Saint-Yves. Il était président des étudiants catholiques, de lettres, etc. Il se fait arrêter par la police. Et puis sa tête apparaît, il était barbu, alors sa tête apparaît sur le Parisien, le journal populaire de l'époque, et le sous-titre c'est « Cet enragé allait faire le pèlerinage de Chartres ». Et moi c'était mon copain, et tout d'un coup je découvre la violence sociale, la violence politique, la violence tout court, c'est-à-dire tout d'un coup que l'histoire peut basculer comme ça, et je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là où je décide... Donc après 68, il y a 2 universités qui se créent, dont Paris 9, Dauphine. Et je vais à Dauphine, et à Dauphine pour faire de la gestion. Non, Dauphine était une université de sciences des organisations, qui avait un projet scientifique tout à fait intéressant, qui était justement de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une organisation, en ayant un point de vue scientifique. Et donc, ça n'existait pas les sciences des organisations. Et j'ai vu comment ce beau projet scientifique a été perverti par la gestion. M'excuse auprès de mes collègues et amis gestionnaires, mais vraiment, c'est-à-dire comment, c'était des sciences, les sciences de gestion, c'est pas des sciences pour comprendre ce que c'est qu'une organisation, ce que ça fait aux gens, par exemple. C'est des sciences qui sont faites pour agir, l'action. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur comment... sur les aspects idéologiques des sciences de gestion, c'est-à-dire qui sont fondés sur un certain nombre de paradigmes qui sont discutables sur le plan scientifique, puisque c'est pas fait pour comprendre, c'est fait pour agir, c'est fait pour optimiser le fonctionnement des organisations, afin de leur permettre de remplir les objectifs pour lesquels ils sont fixés. Donc optimiser, c'est ça l'action, c'est-à-dire devenir efficient, efficace, productif, etc. Et donc il ne s'agit plus de comprendre le monde tel qu'il est, il s'agit de canaliser le monde tel qu'il est par rapport aux objectifs qu'on va donner aux acteurs, qu'on va donner aux chercheurs, qu'on va donner à ceux qui agissent.
et qui déplace la question de savoir qui fixe les objectifs. Et on va y revenir parce que sur la question des risques psychosociaux, de la souffrance au travail, etc., il y a un débat aujourd'hui très fort sur les explications et les causes du phénomène. Quand vous avez un suicide au travail, vous avez toujours la même distribution entre ceux qui disent « Ah, il avait des problèmes personnels », sous-entendu, passé, il n'y a rien à voir, c'est une affaire psychologique, une affaire, il faut renvoyer ça à la psychiatrie, à la médecine, aux psychologues. Et puis vous avez ceux qui disent « Attendez, il s'est suicidé sur le lieu de son travail ». Là, je viens de soutenir un mémoire ce matin d'un ancien facteur devenu chercheur qui raconte ça dans son mémoire, de la bataille qu'ils sont en train de mener à Grenoble par rapport à un facteur qui s'est suicidé sur le lieu du travail, qui a laissé une lettre comme ça pour expliquer que c'est complètement lié aux restructurations de la Poste. Et au CHSCT, l'ADRH piloté par la direction dit « Mais attendez, c'est des problèmes personnels, nous, ça n'a rien à voir avec le travail ». Et ils se battent par rapport à l'enquête qu'ils doivent faire au CHSCT sur les causes de cette façon-là. Et c'est évidemment dans une espèce d'opposition qui est une opposition de pouvoir, une opposition idéologique, et qui rend assez difficile le fait simplement d'être dans une posture de compréhension. Alors, moi je suis un chercheur, sociologue clinicien. Pourquoi Dauphine, Max Pagès? C'est parce que j'ai connu très très tôt, dès les années 70, la tension qui pouvait exister entre la posture de mes collègues des sciences de gestion et la posture qu'on essayait de développer à l'université de psychosociologie. Et la chance qu'on a eue, alors moi j'ai eu la chance de rencontrer Max, qui était celui qui avait introduit en France Carl Rogers, la non-directivité, puis qui avait créé la RIP avec Guy Palmade, qui était la première grosse association des psychosociologues, et qui va être une des figures de la psychosociologie française, à l'articulation de la recherche et de l'action. De la recherche et de l'intervention, je dirais plutôt, puisqu'il a formé un bon nombre de générations de consultants psychosociologues qui continuent à travailler dans les entreprises. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voulait faire une recherche, agacé qu'on était par les gestionnaires qui considéraient un peu la psycho et la socio comme on considérait la musique et la peinture au lycée, quoi. C'est des disciplines qui ne servent pas à grand-chose, mais ça fait du bien parce que ça donne un vernis culturel, ça permet de se détendre et tout. Bon. Mais c'est effectivement par rapport à la stratégie financière, par rapport aux cours de droit, de comptabilité, etc., je veux dire, ça n'était pas beaucoup investi comme servant à quelque chose. Par rapport au paradigme utilitariste de la gestion, on se demandait bien à quoi ça sert, sauf si c'est bon pour se détendre un peu comme les techniques de développement personnel, quoi. On va faire la PNL, la médiation, etc. Donc on se détend et puis ça ira mieux. Et donc on était un peu agacés par cette posture-là, donc on a décidé de faire une recherche sur le pouvoir dans les organisations. Et on ne trouvait pas de terrain, parce que vous l'imaginez bien facilement, en 68, quand on allait dans l'entreprise pour proposer de faire une étude sur le pouvoir dans les organisations, on n'était pas très très bien accueillis, et nos interlocuteurs généralement ne faisaient pas la différence entre sociologues, socialistes, marxistes, gauchistes. Pouvoir, évidemment, bon, encore plus, ça ne venait que renforcer cette image-là. Et donc on voulait faire une recherche, on aurait bien aimé aller chez Renault, Paflin, une usine industrielle dans laquelle les rapports sociaux, les rapports de classe, avec les ouvriers, les patrons, ça se bagarre, etc. sur le pouvoir. Et puis non, on n'a pas réussi. Et la chance qu'on a eue, c'est que Max Pagès avait eu dans un groupe de dynamique de groupe un DRH, première fois qu'on entendait parler de ce terme-là, d'une filiale d'une grande multinationale qui s'appelait IBM. Peut-être vous avez entendu parler d'IBM. À l'époque, IBM était le modèle de la performance, le modèle de l'excellence. Les étudiants des grandes écoles de commerce, de Dauphine, etc., ne rêvaient que d'une chose, c'est d'être embauchés à IBM.
Et avec ce discours que IBM avait réussi à réconcilier l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt de l'individu. Et on va découvrir, on va faire une recherche pendant 2 ans pour essayer de comprendre ce fonctionnement d'IBM et en particulier cette découverte donc, de tout le discours, un discours tout à fait nouveau qui accompagnait le rapport au travail avec des principes. Il y avait, chaque manager d'IBM avait ce qu'ils appelaient eux-mêmes sur leur bureau The Good Book, Bible, avec qui étaient des manuels de management, avec des principes, des croyances, une vision, un credo, et ils avaient d'ailleurs un discours tout à fait religieux, qui était d'adhésion à cette entreprise et de croyance aux valeurs qu'elle véhiculait. Et ces valeurs, d'où venaient-elles? Elles venaient de l'éthique protestante. On a fait toute une analyse qui illustre bien les rapports entre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui est un vieux texte de référence de la sociologie du travail de Max Weber, qui est absolument magnifique. Et on voyait là qu'on ne travaille pas pour de l'argent, on travaille pour faire son salut. Et combien c'est important de donner du sens à ce qu'on fait. Et donc combien ces entreprises avaient investi quelque chose qui n'est pas la valeur travail au sens marxiste et ouvrier du terme, c'est-à-dire le travail d'Hannah Arendt, c'est-à-dire le travail, je me réalise par l'œuvre accomplie et donc le goût du travail bien fait, et l'ouvrier qui retrouve l'estime de soi parce que il a de l'or dans les mains, disent ses enfants, c'est-à-dire il sait réparer une machine. La machine ne marche pas, il vient, il bricole et il sait réparer la machine. Et en fait, il sait faire un certain nombre de choses comme ça. Et c'est là que le travailleur trouve la valeur de ce qu'il fait, et puis il voit ce qu'il fait. Là, on n'était plus du tout dans ce rapport au sens, ce rapport à la valeur de ce type-là. On était dans un système de croyance, d'adhésion, de production de l'adhésion, par toute une série de dispositifs qui consistaient non plus à mobiliser les corps, mais à mobiliser les âmes, ou mobiliser plutôt la mobilisation subjective, c'est-à-dire que l'idée de base, qui est très très juste, c'est que au lieu de surveiller les gens par des systèmes disciplinaires pour les faire travailler, il vaut mieux que les gens adhèrent aux objectifs qui leur sont fixés, et on leur fixe des objectifs, et on attend d'eux qu'ils, s'ils adhèrent aux objectifs, c'est eux qui trouveront les meilleures façons de faire. Et donc à ce moment-là, il ne s'agit plus de les surveiller, de les contrôler, il s'agit effectivement de produire de l'adhésion. Et comment on produit de l'adhésion? On produit de l'adhésion par l'idéalisation, par l'identification, par la projection sur l'entreprise du désir de se réaliser, et l'introjection des valeurs de l'entreprise qui vous propose de vous réaliser dans votre vie, en vous réalisant professionnellement. Et que votre réussite personnelle soit complètement assimilée à votre réussite professionnelle. Et ça, c'est l'application de théories qui viennent exactement au même endroit, qui sont les théories du capital humain. Alors, je découvre en 68 à Dauphine, par exemple, un livre qui s'appelle Le capital humain de Gary Becker. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui sont ces théories du capital humain qui vont en fait être le cœur de ce que je vous propose d'appeler ici la révolution managériale. En France, on ne parlait pas encore de révolution managériale. C'est un terme qui va être utilisé par le MEDEF dans les années 90 seulement. Par contre, toutes les grandes multinationales vont proposer des nouvelles formes de management qui vont être symbolisées, par exemple, par un livre que vous avez peut-être lu ou entendu parler, qui s'appelle de Peter et Waterman, 2 consultants de McKinsey, qui s'appelle In Search of Excellence, en France le prix de l'excellence, et qui vous donnait les recettes de la performance à partir de l'analyse des 64 entreprises les plus performantes dans le monde.
Donc ces deux consultants de McKinsey avaient fait un travail sur le mode de management de ces 64 grandes entreprises, toutes multinationales, et ils avaient fait un catalogue des clés de la réussite. Alors, ces clés de la réussite, elles sont issues effectivement des théories de l'école de Chicago et des théories du capital humain qui sont exactement aux mêmes influences théoriques que les théories de Milton Friedman de l'ultralibéralisme. Et on va voir en particulier dans les années 80 comment Reagan, Thatcher aux États-Unis et en Angleterre, précédé d'ailleurs par Pinochet au Chili, qui est le premier à avoir appliqué, avec la sauvagerie qu'on lui connaît, les théories ultralibérales, et c'était accompagné de ces théories du capital humain qui ont été formalisées, conçues en alliance entre les grandes multinationales et les grands cabinets de consultants comme Arthur Andersen, McKinsey qui va être remplacé par Accenture, Ernst Young, Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, des gens que vous connaissez sans doute, que vous avez peut-être fréquentés, chez qui vous avez peut-être même travaillé, et qui vont vendre d'abord aux clients et aux fournisseurs des grandes multinationales ces modèles de management, parce que par exemple quand IBM ne vendait pas seulement des ordinateurs, IBM vendait des systèmes d'information et de communication d'entreprise, des architectures. C'est-à-dire qu'ils vendaient un mode de gestion qui avait besoin par ailleurs d'informatique pour pouvoir fonctionner. Et donc, qui ont vendu quelque chose qu'il faudra mieux caractériser si on veut comprendre ces mutations dans le monde du travail, qui vendent en fait des modes de management, des pratiques de management, des outils de gestion, des outils informatiques, qui sont au croisement de la révolution numérique, de la financiarisation du capitalisme et de la révolution managériale, c'est-à-dire une nouvelle conception des pratiques de management et toute une série d'outils de gestion qui vont se développer à partir de ce moment-là, comme le management par objectif, comme l'évaluation au mérite, comme l'organisation par projet, comme la ligne production, comme le benchmarking, le ranking, l'open space, le PowerPoint, tout ça, ça arrive en même temps. Et tout ça est cohérent et forme les différents éléments d'une transformation absolument radicale des formes d'organisation du travail, des structures d'organisation, des modes de management, des pratiques de management. Alors pourquoi j'insiste sur la source et les théories du capital humain? Parce que c'est un des éléments qui peut permettre de comprendre pourquoi la question de la subjectivité et de l'investissement psychique dans le travail va devenir absolument centrale. Un capital humain désigne l'ensemble des facultés physiques, morales, intellectuelles, esthétiques, relationnelles, que les salariés peuvent mettre en vente sur le marché du travail. Selon cette théorie, chaque individu est en lui-même un capital qu'il peut valoriser par sa formation initiale et continue, son expérience professionnelle, sa carrière, le soin apporté à sa santé, ses activités culturelles, de loisirs, ses relations personnelles, etc. Dans toutes les dimensions de son existence, chaque personne doit se considérer comme un centre potentiel d'accumulation de richesses monétaires, à l'instar de l'entreprise, à chacun donc de se comporter comme un capitaliste dont le capital ne serait autre que sa propre personne. Le moi de chaque individu est devenu un capital qu'il faut faire fructifier. Et vont se développer à partir de ce moment-là des tas de techniques de développement personnel au service des individus pour leur permettre de développer leur moi, mais en fait derrière le développement de chacun, par la formation, etc., c'est aussi de se rendre employable sur le marché du travail, et pas seulement, mais aussi de se donner des armes pour affronter la lutte des places. Parce que dans le même moment,
la lutte des places se substitue à la lutte des classes. C'est-à-dire que chaque individu est renvoyé à lui-même. Je ne sais pas si vous vous souvenez les plus... Moi, je suis un vieillard, alors évidemment, j'ai une mémoire. Raymond Barre, Premier ministre de Giscard d'Estaing, montée du chômage, première étape de la montée du chômage à partir des années 75. Il dit, ben, c'est simple, hein, par rapport au chômage. Chaque demandeur d'emploi, chaque chômeur, doit créer son entreprise. Donc, il créera comme ça son emploi. C'est le premier à l'avoir dit. À l'époque, ça a suscité un tollé général, alors que maintenant, c'est devenu une banalité. Notre cher ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, vous ne connaissez peut-être pas tout le monde, en tout cas, qui s'appelle Fioraso, Geneviève Fioraso, a envoyé une circulaire, je ne sais pas si vous l'avez reçue, à tous les enseignants-chercheurs, pour dire que la priorité des priorités comme enseignant-chercheur, c'était d'enseigner à nos étudiants l'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire que 40 ans après, ou 50 ans après, vous voyez, où on est toujours dans cette, conception-là de l'humain, hein, qui doit devenir l'entrepreneur de sa propre vie. Et que la réalisation de soi-même devient une idéologie au service de l'esprit entrepreneurial, de l'esprit du développement. Et c'est la théorie des ressources humaines. La théorie des ressources humaines qui va être l'application de ces théories du capital humain dans le champ de la gestion, hein, du personnel, et qu'on va voir cette transformation que tous les services du personnel qui pouvaient exister vont être considérés comme bureaucratiques, comme obsolètes, comme étant soucieux surtout, hein, de la culture de moyens et non pas de la culture de résultats, étant soucieux surtout, hein, de défendre des droits acquis et des intérêts corporatistes, et que c'était important, hein, qu'on transforme la gestion des ressources humaines. Et tout le monde a été très positif dans un premier temps par rapport à cette transformation, avec cette idée en plus, en disant « enfin, on va remettre l'humain au centre ». Enfin, hein, on va voir, et les chefs d'entreprise d'ailleurs disant « l'humain c'est ma principale ressource ». Sauf qu'évidemment, hein, ce qui apparaît aujourd'hui un peu plus, mais qui à l'époque n'est pas vraiment apparu, c'est l'espèce de transformation quasi anthropologique de la conception de l'humain véhiculée par les ressources humaines. C'est-à-dire que l'humain devient une ressource au service d'une finalité qui est le développement de l'entreprise. Alors qu'on pouvait penser que l'entreprise était en fait une ressource pour permettre le développement humain, le développement de la société. Et à partir d'ailleurs de ce moment-là, vous voyez comment la politique elle-même, hein, se met au service de ce projet-là, puisque tous les discours politiques et l'évaluation, hein, de la performance politique, hein, de la qualité du politique, se fait à partir d'un certain nombre d'indicateurs qui sont des indicateurs économiques. Le taux de croissance, le taux de chômage, le montant du déficit, etc. C'est ça qui va devenir les indicateurs principaux. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement l'humain qui est une ressource au profit du développement de l'entreprise, c'est aussi la société qui qui doit se transformer et s'adapter pour permettre et favoriser le développement économique. Donc l'économie n'est plus un moyen pour permettre de développer la société, c'est la société qui doit s'adapter pour favoriser le développement économique. Et le développement économique, dans le même moment, hein, ne se fait plus par rapport au développement de la production réelle, territorialisée. Elle se fait à partir de la transformation du capitalisme, hein, du capitalisme financier et de la déterritorialisation des finances, qui fait que, à partir des années 80-90, hein, il y a ce qu'on a appelé la dérégulation des marchés financiers, qui fait que la rentabilité des entreprises va être détachée en quelque sorte, hein, de la qualité de la production fournie, mais elle va être analysée en fonction de ratios qui sont essentiellement des ratios économiques,
hein, comme enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans dans l'analyse financière, mais simplement pour vous dire que, par exemple, les taux de profit ne s'appellent plus profit, mais return on equity, c'est-à-dire qu'est-ce que l'actionnaire va recevoir en termes de plus-value par rapport au capital investi, et que le return on equity n'est plus calculé par rapport à la croissance et la valeur réelle de l'entreprise, mais calculé en fonction de ce que lui aurait rapporté son investissement, hein, en fonction des meilleurs résultats financiers sur les marchés financiers. Et c'est pour ça que les taux de rentabilité à ce moment-là demandés, exigés par la shareholder value, c'est-à-dire la valeur pour l'actionnaire, ne sont plus calculés en fonction de la production réelle de l'entreprise et de sa croissance réelle, qui dans les années 80, 90, 2000 tourne autour de 2, 3, 4, 5%, mais sont calculés en fonction de la rentabilité financière sur le marché financier et les meilleures rentabilités financières. Et donc les actionnaires vont exiger un taux de profit de 10, 15, 20%. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va mettre en place? On va mettre en place des normes de gestion comptable, on va mettre en place des outils pour améliorer la productivité, par exemple, hein, le lean management. Lean, ça veut dire dégraisser. Je vous conseille, si vous voulez avoir une illustration de ces mécanismes-là qui sont un peu compliqués, mais qui sont tout à fait nécessaires à comprendre et que certains d'entre vous, je suis sûr, maîtrisent parfaitement, le film de Jean-Robert Vialet, tu l'as vu? La mise à mort du travail, qui est un triptyque. Le premier, c'est des consultations de souffrance au travail avec Marie Peset. Le deuxième, c'est l'analyse de Fenwick et l'introduction de la ligne production chez Fenwick. Et le troisième, c'est une analyse croisée avec Frédéric Lordon, qui est un économiste financier, Christophe Dejour par rapport aux aspects psy, et moi j'y suis par rapport aux aspects organisationnels, qui vous fait une description tout à fait... c'est Jean-Robert Vialet qu'elle mérite, c'est pas moi. Parce que la façon dont il nous a interviewés, la façon dont il nous a monté ce triptyque, etc., est absolument magnifique. Il a eu d'ailleurs le prix Albert Londres pour ça, il habite à Marseille en plus, Jean-Robert Vialet. Et vous faites cette analyse pour montrer les rapports qui existent entre la souffrance au travail, les transformations des modes de management dans les entreprises et l'évolution du capitalisme financier. Et ça, c'est... Si on veut vraiment comprendre ce qui se passe dans le monde du travail, c'est tout à fait important de mettre en perspective ces trois niveaux-là. Le niveau des transformations du système économique, le niveau des transformations des modes d'organisation et des modes de management et des outils de gestion au niveau du travail, et les conséquences sur les individus, et en particulier, une des conséquences, c'est-à-dire pourquoi à ce moment-là, on va voir émerger des symptômes qui existaient, mais dont on parlait comme ça. Le stress, bon, d'accord, on est tous un peu stressés. Mais là, tout d'un coup, par exemple à IBM, le docteur Galamant, médecin du travail, se rend compte que les gens qui reçoivent vont de moins en moins bien. Et il fait une petite échelle du stress, comme savent faire les médecins très simples, qui est sur des petits indicateurs qui permettent... Non, et il va faire passer ce petit test, en quelque sorte, sur cette échelle de mesure, sur tous les gens qui reçoivent. Il en reçoit 1300. Et en 5 ans, il constate que sur son échelle de stress de 0 à 10, il y a des zones donc stress petit, stress moyen, gros stress, hyper stress. Et qu'en 5 ans, les gens qui sont en hyper stress à IBM passent de 40% à 70%. Et je peux vous dire, dans la chaîne hyper stress, c'est vraiment qu'on est au bord du burn-out. C'est pas... Il écrit à la direction d'IBM pour lui dire il y a quand même un problème. Et qu'est-ce que fait la direction d'IBM? Elle fait 2 choses. Elle ne diffuse pas la lettre, mais elle écrit au Conseil de l'Ordre des médecins pour demander au Conseil de l'Ordre de radier le docteur Galamant parce qu'il serait sorti de ses attributions comme médecin du travail. C'est-à-dire, le médecin du travail, il doit soigner les gens.
Il ne doit pas s'occuper de l'organisation, c'est pas son job. L'organisation, c'est la direction, c'est les responsables, c'est l'encadrement, éventuellement les syndicats, mais ce n'est pas les médecins du travail. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? C'est-à-dire de faire simplement le lien entre des symptômes psychiatriques, médicaux, et les décisions stratégiques de la direction, hein, qui scellent, eux, comment on mène une entreprise. Et ce combat-là, je ne sais pas si vous... Moi, je le suis donc, depuis maintenant. Le docteur Galamant, ça fait 10 ans. La première étude qu'on avait faite à IBM, c'est il y a 40 ans. Donc, j'ai vu comment il y avait une constante hein, dans les débats autour de ça. Et c'était très, très intéressant parce que au moment où j'ai travaillé à IBM, IBM faisait à peu près une croissance de 17% par an. Les gens qui travaillaient à IBM, ils avaient la pêche. Quoi. Ils disaient, on a la pêche, on est les meilleurs, number one, yes, we are the best. Et on avait fait, avec Max, on avait fait un séminaire avec eux intensif de 5 jours à l'époque. Il y avait le temps, ça existait encore. Dans un hôtel résidentiel dans les Ardennes, c'était extraordinaire. Ils étaient 35, de toute hiérarchie confondue, toute fonction des fonds. Bon. Et on avait travaillé avec nos méthodologies, je vous en parlerai dans la discussion si ça vous intéresse, et à un moment donné, on leur fait dessiner, moi et l'organisation. Et ils dessinent, et puis sans donner de consignes, hein, tout ça, il y avait une grande feuille de papier par terre, c'était frénétique, il y avait une ambiance de feu et tout. Puis à un moment donné, ils s'arrêtent, et qu'est-ce qu'on voit? On voit une figure d'un écorché. Vous savez, vous vous souvenez, qui était là? Et puis dans un petit coin, il y avait le cimetière des veuves IBM. Et puis il y avait une petite manifestation dans un coin de bonhomme qui manifestait avec une petite banderole « Nous avons le droit d'être faibles ». C'est-à-dire il y avait le retour de du refoulé, dirait un psychanalyste. C'est-à-dire tout ce qui vivait, mais qui n'avait pas le droit de dire dans une entreprise où évidemment tout le monde avait la pêche, tout le monde y croyait, tout le monde adhérait au fait de conquérir des parts de marché. I want to be number one, on est les meilleurs, on a les meilleurs outils, on a les meilleurs produits, on a les meilleures parts de marché, on a le meilleur chiffre d'affaires et ça. C'est-à-dire toute l'excellence. We are the best. Avec ces systèmes d'évaluation qui vous encourageaient en permanence hein, dans ce qu'ils appelaient eux-mêmes l'exigence du toujours plus. Je vous donne comment l'exigence du toujours plus est produite par un outil de gestion que maintenant vous connaissez, mais qu'à l'époque il n'y avait que dans ces entreprises-là. L'entretien d'évaluation conseil, l'entretien annuel d'évaluation, l'entretien de carrière, l'entretien de performance, appelez-le comme vous voudrez. À l'époque, il n'y avait que dans cette entreprise qu'il y a. Je vous donne l'exemple de l'American Express. ABCDE. E, insuffisant. Quand on est à l'American Express, depuis la maternelle, on est dans les premiers de la classe. Dans les classes qui sont le mieux classées par rapport aux autres classes. Dans les établissements les mieux classés par rapport aux autres établissements. Pour préparer les meilleures prépas, les meilleures grandes écoles, les meilleurs cursus. Et on est sélectionné pour rentrer à IBM, l'American Express, 1, 2 sur 200. On ne peut pas être insuffisant. Impossible. D, c'est doit faire ses preuves. Bon. On est jeune, on vient d'arriver, la conjoncture n'a pas été bonne, ça peut arriver, c'est un accident. C, c'est satisfaisant. C, c'est moyen. Vous n'allez pas vous satisfaire d'être moyen. Hein? Non, il y a toujours. B, c'est above expectation. Au-delà des attentes. B, oui, oui. B, oui. Et C, c'est clearly outstanding. Clairement hors du commun. Ce qu'on attend de vous, c'est pas d'être satisfaisant. Satisfaisant, c'est moyen. Moyen, c'est quelconque. Ce que vous attendez de vous, c'est pas de vous satisfaire, d'être satisfaisant. Bien faire son travail, c'est fini. Faire ce qu'on vous demande, c'est un petit fonctionnaire, bureaucrate, qui ne veut pas avoir d'ennui et qui reste dans son coin. Non, ça ne va pas, ça. Above expectation. C'est-à-dire, on vous demande 100 comme objectif. Donc, en fait, ce qu'on attend de vous, pour être reconnu, c'est 110. Donc, vous faites 110. Et l'année d'après, vous n'allez pas régresser. Donc, le 110 devient 100. Et puis, vous voulez toujours faire 110.
Mais c'est pas 110 par rapport à N-2. C'est 120 et quelque chose, etc., etc. Donc vous êtes dans un cycle où l'excellence mène immanquablement à l'échec, parce qu'à un moment donné, effectivement, vous n'êtes plus en mesure de remplir les exigences qui vous sont fixées. À travers un simple dispositif d'évaluation tout simple, mais qui ne vous est pas imposé, vous faites bien ce que vous voulez. C'est rien ne vous a obligé à faire 110, puisque vos objectifs c'était 100. C'est vous qui avez intériorisé le fait que, bien sûr, pourquoi? Parce que vous avez envie d'être reconnu. Parce que vous avez envie, et vous savez qu'avec l'avancement au mérite, si vous êtes 100, c'est bien, mais c'est rare. Et que si vous voulez être reconnu comme méritant, il faut faire 110, 120, 130. Et comme vous voulez être reconnu comme méritant parce que l'avancement au mérite est individualisé et que même si tous les managers vous disent tous les jours que la qualité des performances est liée au collectif, l'évaluation reste individualisée, vous allez vous défoncer pour pouvoir faire péter vos objectifs et pour pouvoir être reconnu. Une fois, 2 fois, vous êtes jeune, vous venez d'arriver, vous avez la pêche, et en plus vous allez remontrer à ces vieux croutons, c'est du middle management, etc., que vous, avec vous, hop, et évidemment, et le middle management descend, et puis les petits jeunes montent, et puis ceux qui ne sont pas reconnus, ils intériorisent tellement le fait que c'est eux qui sont responsables parce qu'ils ne sont pas bons, etc., que s'ils ont un peu de dignité, ils démissionnent avant d'être sanctionnés. Ça, c'est l'intériorisation psychologique du modèle dans lequel on est. Et donc, vous voyez bien le déplacement à ce moment-là par rapport à l'ancien modèle de gestion et d'organisation. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais le modèle taylorien, vous le connaissez. Ce que Michel Foucault, dans un formidable livre, avait décrit, non pas un livre de sociologie du travail, mais qui, pour moi, est sans doute la meilleure analyse des... C'est le meilleur manuel de gestion que je connaisse en termes d'analyse de la gestion disciplinaire. C'est Surveiller et punir, la naissance de la prison, dans lequel il analyse tous les dispositifs d'aménagement de l'espace, les techniques qui sont mises en place, etc., pour rendre les corps utiles, dociles et productifs, dit Foucault. C'est pour une bonne part comme force de production que le corps est investi de rapports de pouvoir et de domination. Le corps ne devient force utile que s'il est à la fois corps productif et corps assujetti. Cette citation de Foucault décrit parfaitement ce qu'était le taylorisme, la discipline des corps pour les rendre productifs, que ce soit dans les usines, dans les casernes, dans les collèges, dans les prisons, dans toutes les institutions qui ont développé ce que Foucault propose d'appeler les disciplines, le pouvoir disciplinaire. Et c'est ça la révolution dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la révolution managériale, on a appelé avec Nicole Aubert dans le coup de l'excellence, donc qui était la critique du livre de Peter Waterman, le prix d'excellence, pour montrer ce qu'on avait analysé dans toutes ces entreprises-là, c'est-à-dire que l'excellence avait un coût. Et que le coût de l'excellence était essentiellement la dépression. Le burn-out. On a été, je pense, parmi les premiers chercheurs, dès les années 80, à faire l'analyse de burn-out. Même à IBM, moi j'avais fait l'analyse d'un suicide au travail. Il y avait très peu de suicides, et on en parlait très peu, et on parlait très peu de suicides au travail, c'est-à-dire les gens se suicidaient, sont toujours suicidés. Les suicides au travail, c'était les agriculteurs surtout, bon, mais dans les multinationales, non. Et moi j'avais analysé comment un ingénieur technico-commercial s'était suicidé sur le parking d'IBM là-bas à Corbeil, en laissant une lettre et en disant comment le système IBM et la direction mettaient les gens sous pression et les mettaient dans des paradoxes absolument insupportables. C'est-à-dire que ce qui est nouveau, ce n'est pas la pression sur les corps. Les troubles en termes de santé par rapport au travail, jusque dans ces années-là, étaient physiques. La santé au travail, c'était tout ce qui était physique, et les syndicats se battaient là-dessus. Et on pouvait objectiver, parce qu'il y avait des maladies qui étaient classées, etc., etc.
À partir de ces années-là, les troubles ils deviennent psychiques. Parce que le pouvoir s'est déplacé du corps à la psyché. Je reprends la phrase de Foucault. C'est pour une bonne part comme force de production que la psyché est investie de rapports de pouvoir et de domination. La psyché ne devient force utile que si elle est à la fois énergie assujettie et énergie productive. C'est-à-dire, ce dont il s'agit par rapport à ces nouvelles pratiques de management, d'outils de gestion, c'est de canaliser l'énergie libidinale pour la transformer en force de travail au service des exigences de l'entreprise, de l'organisation. Et c'est ça qui s'est passé depuis 30 ans. On a vu ça d'abord dans les multinationales, hein, avec des dispositifs que je pourrais développer si vous le souhaitez, qui sont tous ces outils de gestion. Par exemple, hein, à IBM, il y avait le club des 100%. Le club des 100%, c'est ceux qui avaient rempli leurs objectifs 100%, qu'on réunissait une fois par an aux Seychelles, aux Bermudes, en Floride, où vous voulez, pour célébrer les plus performants qui se mettaient au service de la performance de l'entreprise, sachant que l'entreprise sachait redonner la juste rétribution de cette performance à ceux grâce auxquels ils avaient réussi. Il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a plus de contradiction entre l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt de ceux qui se défoncent au boulot, on les récompense, etc. Formidable. On joue gagnant, gagnant. Eh bien, la suite a montré que cette belle harmonie ne fonctionnait pas et qu'on a vu se développer, hein, des formes nouvelles d'exclusion. Par exemple, à Hewlett-Packard, j'avais étudié comment l'exclusion se fait par la mise en quarantaine. C'est-à-dire que celui qui doit être nommé, par exemple, parce qu'il est performant, il a réussi et tout, il n'est pas nommé. Il dit, ben pourquoi je ne suis pas nommé, je le mérite. Ah ben oui, mais l'autre qui a été nommé, peut-être qu'il est aussi méritant que toi. Comme dit Albert Jacquard, un gagnant, ça produit forcément des perdants. Et que ce mode de fonctionnement, celui qui a la prime, moi je l'ai vu à l'université, hein, l'introduction de l'avancement au mérite et de la prime pour les biatos, c'est une catastrophe, parce que ça brise la solidarité, qui était un des éléments tout à fait importants pour permettre au personnel de se sentir, de cultiver une solidarité. Alors évidemment, bon, par exemple, il y en a une qui n'est pas là, les autres font le boulot, donc personne ne se préoccupe qu'elle ne soit pas là. Si elle est aux objectifs avec une évaluation individualisée, si elle n'est pas là, le boulot ne se fait pas. À ce moment-là, ça fait problème, effectivement. Et surtout, j'ai vu comment, sur une prime de 150 € annuelle, brut, annuel, brut. Il y en a une qui l'a eu et les autres ne l'ont pas eu. Ça a détruit pendant 6 mois. Et il y en a 2 qui sont tombés en dépression. Le coût que ça représente est hallucinant dans cette culture-là, hein, d'introduire comme ça, brutalement, cette nouvelle culture, etc., avec tout un discours sur « ils ne veulent pas travailler, ils résistent au changement, décidément c'est pas possible de travailler avec eux, etc. » Alors, il y a là quelque chose qu'il faut voir, c'est que ce qui au départ est né dans les multinationales, avec ces grands cabinets de consultants qui l'ont d'abord vendu aux clients et aux fournisseurs, c'est le modèle, hein, qu'on a utilisé pour moderniser les entreprises publiques, France Télécom, la SNCF, la RATP, etc. Et c'est le modèle qu'on utilise aujourd'hui pour la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, qui est venue avec les socialistes, modernisation de l'action publique, mais qui sont exactement avec ces instances d'évaluation, et donc je ne vais pas le faire ici, développer toute la mise en place de cette nouvelle culture de l'évaluation, par les résultats, pour lutter contre la culture des moyens, etc., mais qui est une évaluation technocratique. L'introduction de programmes qualité, de référentiels de lutte contre les risques psychosociaux, d'outils qui vont permettre de mesurer, hein, la productivité, mesurer les résultats, etc., et qui vont se traduire par une double maladie, je le mets entre guillemets, de ces organisations, hein, qui, au lieu de soigner les gens
qui sont là-dedans, on ferait mieux de soigner la cause de ces maladies, pourquoi ces organisations mettent les gens sous tension. Ces deux maladies qui sont la cantophrénie et la prescriptophrénie. La cantophrénie, c'est bien connu, c'est-à-dire c'est de dire que, de traduire tous les éléments de réalité en indicateurs de mesure et qui vont permettre de développer le benchmarking et par exemple dans les universités, de considérer que toute la politique universitaire doit maintenant se calquer sur un objectif qui est de gagner des places sur le classement de Shanghai. J'ai été sollicité par une des meilleures revues mondiales business éthique de gestion sur ces questions-là. Parce que c'est tous des anglo-saxons et qui n'ont pas de travaux français. Donc ils me demandent si je veux bien publier un article dans leur revue. Moi je ne voulais pas, puis j'ai un collègue qui est à l'école de commerce de Paris, le SCP, qui me dit si Vincent, il faut le faire, je le fais avec toi, etc. Donc on rentre pour faire cet article-là. À partir du moment où j'ai dit oui, ça s'est renversé, c'est plus eux qui étaient demandeurs que je fasse un article sur mes travaux, c'est moi qui devenais quelqu'un qui proposait un article qui allait être évalué. Pourquoi être évalué? Parce que maintenant, toutes les revues sont évaluées par les agences de notation, qui évaluent la qualité des articles, et que c'est de cette évaluation-là que dépend la cotation des revues, et que dépend aujourd'hui la carrière des chercheurs qui doivent, pour pouvoir être évalués, avoir publié un certain nombre d'articles dans les revues à comité de lecture. Entre le moment où j'ai dit oui et déposé mon premier article était déposé en fonction de mes travaux scientifiques, ce qu'il m'avait demandé. Premier retour, oui c'est très très bien, mais vous ne citez pas la littérature anglo-saxonne. Il me demande, parce que justement c'est francophone, de citer les références anglo-saxonnes que je ne connais pas. Pourquoi il me le demande? Parce que ceux qui m'évaluent, c'est tout bête, je veux dire, j'aurais dû comprendre ça bien avant, et ne rien dire, et puis le faire, parce que tout le monde qui est intelligent dans ce milieu-là, sait bien que s'il ne cite pas les gens qui vont vous évaluer, eh ben jamais ça posera un problème sur l'évaluation. Et pourquoi ils me demandent ça? Parce qu'eux-mêmes sont évalués en fonction du nombre de citations qu'ils ont dans les articles qui vont être publiés dans les bonnes revues. Donc ça commence comme ça. Bon, donc je cite, évidemment, on se connaît tous, les chercheurs, etc. Et on apprend très très vite qu'il faut citer pour pouvoir être reconnu dans le milieu. Mais vous voyez déjà comment ça se mord la queue. Et ensuite de ça, j'ai été aussi évalué en fonction des citations que je faisais, etc. Par exemple, on m'a dit, cette citation-là, elle n'est pas compréhensible par le milieu des gens de la revue, il faudrait la réécrire. Il se trouve que c'était une citation de Freud. Alors, pour être publié, il faut que je réécrive Freud, c'est quoi ça? Parce que Freud n'avait pas le langage qui convient par rapport au langage qu'il faut mettre dans les... Je passe les détails. J'ai fait pendant un an... Ça veut dire que l'organisation qui évalue ça, elle est un petit peu... Elle s'est orientée. Ses normes, elle a ses normes, elle a son conformisme, etc. C'est-à-dire, ce que je voudrais expliquer par là, c'est que par cette simple procédure d'évaluation, on est en train de tuer la recherche. Et on est en train d'obliger les chercheurs en sciences sociales en particulier à se mettre en conformité avec des outils d'évaluation qui ont été faits pour la médecine ou pour la psychologie comportementaliste, pour la physique, etc., qui sont une partie de la science, qui sont sur des paradigmes qui ne sont pas ceux sur lesquels moi, comme scientifique, je travaille. Et le président de l'université de Shanghai est venu à Dauphine. Il est venu et il nous a expliqué qu'effectivement le classement de Shanghai était construit sur des critères qui favorisaient les anglo-saxons parce qu'ils ne mesuraient que les articles publiés dans les revues anglo-saxonnes. Pour les scientifiques des sciences dures, parce qu'ils ne prenaient en compte que les sciences dures. Et pour un modèle universitaire dans lequel on dissociait la recherche et l'enseignement, alors qu'en France, on a un modèle dans lequel il y a une intégration entre l'enseignement et la recherche, et que tous les bons chercheurs sont invités à faire de l'enseignement, et que ça n'est pas comptabilisé dans le classement de Shanghai comme un atout, mais plutôt au passif de notre classement. Et malgré ça,
C'était expliqué par un bon journaliste, ça. Hein? Donc c'est sorti dans un journal, l'interview. Oui, bien sûr, oui, oui. Et malgré ça, nos gestionnaires du public continuent, et avec le soutien de nos gouvernants, continuent à dire c'est ça qui va permettre d'améliorer les services publics, etc. Alors, je répondrai à vos questions, je ne voudrais pas être trop long, je voudrais simplement vous montrer pourquoi on aboutit à ce que la majorité des salariés et de l'encadrement de proximité, c'est-à-dire au premier niveau, dans ce contexte-là, développent des symptômes, exactement comme à IBM, et qu'on voit ces symptômes émerger. Bon, on les a vus à France Télécom, à La Poste, dans les entreprises publiques, et aujourd'hui on le voit dans les institutions publiques, dans les hôpitaux, dans les universités. Et je vais juste vous donner un exemple d'un témoignage pour avoir un peu un écho clinique à ce que je viens de dire. Peut-être que vous avez entendu parler de Catherine Kokowska. Catherine Kokowska était directrice de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France. Et je vous lis un texte qu'elle a écrit le 15 septembre 2009, 8h55, moi, Catherine Kokowska, directrice départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris, enfermée que j'étais dans le travail comme en huis clos, je me jette par la fenêtre de la direction départementale du 3e étage sur Cour. Ainsi commence un texte qu'elle écrit à l'hôpital, 15 jours après s'être défenestrée. C'est elle qui l'écrit et qui dit « J'ai eu besoin d'écrire parce que c'est une nécessité pour ne pas enfouir mon passage à l'acte dans les limbes de l'oubli et le parler pour en comprendre les raisons profondes et pouvoir recommencer à penser. » Et ce texte, vous le trouverez encore parce qu'il a été diffusé à la demande du syndicat dans lequel elle était, et à sa demande, le syndicat l'a diffusé. Et donc, dans ce texte, elle évoque longuement la contradiction entre deux identités. L'identité de l'éducatrice, formée aux sciences humaines, qui choisit ce métier pour sa mission première, protéger les enfants en danger. Et l'identité de la fonctionnaire d'État, qui a gravi tous les échelons de l'institution et doit mettre en œuvre la réforme de l'État, dont elle estime qu'elle remet en question sa mission éducative. Et la réforme de l'État, donc c'est l'introduction de toutes ces pratiques, ces nouveaux outils de gestion dont je vous ai parlé précédemment. C'est ce conflit de loyauté qui m'a fait passer de l'autre côté du miroir, écrit-elle. Ma tâche est de diriger un département, de mettre en œuvre les consignes de mon administration. Or, mes idéaux, ma conception de la République, du bien commun, de l'intérêt général, les missions de la PJJ m'ont paru de plus en plus en complète contradiction avec ce qui m'était demandé. Je voudrais juste commenter cet extrait, parce qu'il ouvre sur une hypothèse qui paraît intéressante à discuter avec vous, sur le fait que ces transformations de l'organisation amènent à ce que beaucoup de gens travaillant dans les services publics, des institutions, ou même dans le privé, ont le sentiment qu'il y a une contradiction entre l'institution et l'organisation. C'est quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà évoqué ces notions ici. Juste pour aller vite, l'institution, c'est du côté des finalités, des raisons d'agir, des valeurs, du sens de l'action. L'institution remplit des missions. L'université, c'est l'enseignement et la recherche. L'hôpital, c'est la santé. La police, c'est la sécurité. Une collectivité locale, c'est l'être ensemble sur les territoires sur lesquels on est. Bon. L'organisation, c'est du côté des moyens, du côté des façons d'agir, du côté de la mise en œuvre et de l'opératoire. C'est-à-dire, l'organisation, c'est mettre en place des dispositifs, mobiliser des ressources, répartir des tâches, coordonner des activités, élaborer des programmes pour remplir ces missions. Or, ce que l'on constate, c'est que quand les gens vous disent que ça ne fait plus de sens, ou quand les gens, par rapport à la valeur, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'évaluer leur travail à partir d'indicateurs quantitatifs. Par exemple, quand un conseiller de Pôle emploi
a 220 dossiers à traiter et qu'il a une feuille de temps à remplir disant combien il a passé de temps avec tel et tel et tel, et que s'il dépasse 7 minutes, j'ai eu dans un témoignage, c'était bouleversant, il y a une infirmière qui est semoncée par son chef de service parce qu'elle a passé plus de 7 minutes avec un patient, hein, dans un service de gérontologie. Et elle n'a que ces mots à dire, elle dit, mais il pleurait. Le problème, c'est que le fait qu'il pleure n'est pas dans la feuille de comptabilité des indicateurs par rapport à la qualité des soins. La qualité des soins, c'est maintenant... Bon. Ou alors un médecin qui est évalué à la T2A, la tarification à l'activité. Vachement intelligent comme dispositif, la tarification à l'activité. C'est-à-dire, hein, par rapport au déficit de la sécurité sociale, etc., les médecins, donc un outil qui leur permet de savoir qu'est-ce qui rapporte, hein, en termes de... ou qu'est-ce qui coûte en fonction du type de diagnostic qu'ils font, de pathologie qu'ils soignent, etc. C'est la T2A, tarification à l'activité. Ça veut dire qu'il y a des malades qui rapportent des points, alors qu'il y en a qui ont plus ou moins de points et d'autres pas de points. Et donc, vous voyez la... Ils ne rapportent pas. Hein? Ils coûtent plus ou moins, mais ils ne rapportent jamais en général. Oui, bon, si vous voulez, ils coûtent plus ou moins. Et alors, donc, ça fait donc un classement pour les médecins très utile pour savoir, justement, rentabiliser et rationaliser un peu leur activité. Mais voyez la tension pour un médecin comme Catherine Kokowska par rapport au serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, c'est les finalités de la médecine, c'est de soigner les gens, quelles que soient leurs conditions sociales, leur revenu, la couleur de leur peau et la pathologie qu'ils ont. Là, les médecins disent, ah, cette pathologie, non, là, elle nous coûte. Donc, je ne peux pas le prendre. Donc, on va laisser, un médecin va refuser de soigner des malades, alors qu'il sait très bien d'ailleurs qu'il y a pas, les autres services vont faire la même chose, surtout si c'est une pathologie complexe, et qu'en plus, il y a des problèmes sociaux à la clé, que la famille n'est pas là pour d'eux. Et donc, ils sont dans un conflit de loyauté permanent, exactement comme Catherine Kokowska. C'est la même chose pour le flic, à qui qui a des quotas et d'un nombre de contraventions à faire, et qu'on va envoyer les 3 derniers jours du mois faire là où les voitures roulent, il y a 30 à l'heure et personne ne voit le panneau, et on sait qu'on va remplir les quotas comme ça, alors que pendant ce temps-là, il a le sentiment qu'en termes de sécurité publique, il ne fait pas le job, etc. C'est-à-dire, dans tous les services qui ont impliqué ces New Public Management, on assiste exactement aux mêmes symptômes, la perte de sens, le sentiment de dévalorisation du métier, que le cœur du métier se perd et donc que l'amour du métier se perd, qui développe des symptômes somatiques, psychosomatiques, qui se traduisent par stress, burn-out, dépression, mais aussi de l'eczéma, du mal au dos, on ne dort plus, et on pourrait aller beaucoup plus loin sur l'analyse de la santé, en termes de santé. Mais elle dit c'est injuste, mais ça ne va pas du tout. Oui, mais ce n'est pas la faute des indicateurs, c'est le problème de la... Je n'ai pas dit que c'était la faute des indicateurs. Voilà, les indicateurs, ils sont réels. Oui. Elle n'a pas la prime, elle fait une dépression. C'est le après qui pêche. C'est quoi? La dépression? C'est la gouvernance, la prise de décision, la gouvernance, la prise de décision, elle est dans les outils aujourd'hui. Elle est dans les outils. Vous avez des bons managers qui sont très compréhensifs et tout, et d'autres qui sont des pots de toutou, des pots de vache et des connards, et des brutaux. Mais ça ne change pas le fond du problème. Et les brutaux ne provoquent pas forcément plus de dépression que les compréhensifs, empathiques, qui sont techniques de développement personnel et qui ont une écoute sensible, attentive, compréhensive, non directive, et qui prennent beaucoup de temps à écouter les gens qui se plaignent et qui n'en peuvent plus. Quel est le meilleur management aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il faut, si vous voulez comprendre ce qui se passe, hein, je suis donc chercheur et qui a eu la chance de faire ces études-là et de suivre depuis 40 ans ce qui se passait dans les entreprises. Je suis intervenant, c'est-à-dire j'accompagne des gens qui essayent de répondre à la question qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Et je suis en même temps aujourd'hui au bureau de l'appel des appels, c'est-à-dire qui rassemble l'ensemble des associations, des syndicats, des mouvements qui se sont développés en disant sauvons la clinique, sauvons l'université, sauvons la recherche, halte à la nuit sécuritaire, c'est-à-dire des psychiatres, des juristes, des médecins,
des enseignants, des chercheurs, des policiers, des journalistes, qui tous font le même diagnostic dans leur sphère de métier, et à l'appel des appels, avec un Marseillais d'ailleurs, Roland Gori, on essaye de rassembler l'ensemble de ces mouvements-là pour faire monter la réflexion d'un cran, c'est-à-dire de dire il faut que les médecins, sortir de sa petite boutique ou de sa sphère, petite organisation, grosse organisation, privé, public, marchand, non marchand, et des secteurs d'activité pour montrer que ce phénomène-là, les symptômes que les gens observent et dont ils vous parlent sont les mêmes, que ce soit le public ou le privé, que ce soit les petites ou des grosses, que ce soit associatif, non marchand ou marchand. Et moi, je suis en train de travailler pour montrer, parce que j'ai la chance, comme enseignant-chercheur, d'avoir formé des doctorants qui sont maintenant profs au Canada, au Mexique, en Argentine, au Chili, au Brésil, toute l'Europe du Sud, c'est très intéressant d'ailleurs, toute l'Amérique du Sud, le Canada et puis une partie de l'Europe, mais plutôt l'Europe du Sud, où les chercheurs observent exactement les mêmes symptômes. Donc c'est pour ça que c'est lié aussi à la globalisation, ce phénomène-là, et qu'on voit évidemment au Brésil, c'est pas tout à fait exactement la même chose en France en termes de contexte économique, politique et social. Par contre, j'ai des étudiants qui ont fait des thèses dans le secteur bancaire, dans le secteur de la justice et dans le secteur des pompiers. C'est exactement les mêmes évolutions que le secteur de la justice, de la banque et des pompiers en France. Il n'y a pas de différence. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je pense que c'est bien au-delà du comportement des gens et des façons de manager qu'il faut pousser la réflexion. Sans pour autant dire que les façons de manager sont totalement inconséquentes ou n'ont pas d'importance. Pour les personnes, la vie avec son manager direct. Bon. Mais les managers de proximité sont ceux qui peut-être souffrent le plus aujourd'hui avec les syndicalistes. Pour les mêmes raisons d'ailleurs. Parce qu'ils ont une responsabilité d'essayer d'aider les gens qui sont en difficulté et que du coup ils ont du mal eux-mêmes à parler de leurs propres difficultés quand ils les reconnaissent chez les autres et qu'ils se sentent tout à fait impuissants à faire quoi que ce soit. Et ça aussi c'est intéressant par rapport au négatif positif, c'est de voir ces militants syndicaux, combien ils sont désemparés, exactement comme n'importe quel manager de proximité, qui lui veut être loyal à ses directions, donc ne peut pas critiquer, puis en même temps voit que ça ne va pas, et en même temps il ne sait pas quoi faire. Je suis aussi manager, moi, depuis plus de 30 ans, dans un contexte particulier, qui est l'université, la recherche. Donc j'ai vécu aussi ce que vous dites, par exemple, sur... Je sais, moi, qu'on peut résister contre toutes les formes de normalisation qui risquent je sais que par rapport à l'AERS et les agences de notation, il y a des choses qu'on peut discuter, etc. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout pour le grand complot qui nous écrase tous. Et en même temps, je n'ai aucune naïveté, aucune complaisance pour une nouvelle... l'émergence dans notre société de gens qui décident à distance. Je trouve qu'un des gros problèmes de ce que vous venez de dire, c'est le décalage croissant entre la prescription, entre le prescrit et le réel, disent les gens spécialistes du travail, mais surtout le management à distance, c'est-à-dire des gens qui produisent la prescription sans se préoccuper du tout de la réalité du terrain. C'est pour ça que par exemple, j'ai dans le collimateur, les chiffres d'affaires des grands cabinets de consultants est quelque chose d'absolument ébouriffant sur l'ensemble de la planète, qui sont des gens qui font des modèles qu'ils conçoivent à un moment donné et qu'après, ils vendent à tous leurs clients et leurs fournisseurs. Par exemple, la réforme universitaire a produit un nouveau marché pour ces consultants qui font le siège des présidents d'université pour leur montrer comment ils vont effectivement développer le management de l'excellence pour gagner des places sur le classement de Shanghai. Et comment ils vont gagner des points en embauchant des prix Nobel, etc. Et ces grands cabinets de consultants sont effectivement des gens qui sont uniquement en rapport avec les directions,
Et les directions ont tendance à réfléchir par procuration, c'est-à-dire à payer des gens pour réfléchir à leur place. Et comme ils ne veulent pas le faire en interne, parce qu'effectivement ça les mettrait en concurrence avec ceux qui feraient ça, eh bien, ils vont le chercher en externe, hein, avec les grands cabinets de consultants. J'ai une de mes doctorantes qui fait sa thèse en ce moment sur cette question-là. Elle fait un travail tout à fait magnifique sur Capgemini, et elle montre comment ce système-là fonctionne. Et donc je pense que le fait de dire à des dirigeants qu'il faut qu'ils reprennent de la responsabilité par rapport à cette question du travail, de l'activité, de l'organisation du travail, etc., et qui ne confient pas ça à d'autres, en particulier à des extérieurs, jusqu'à d'ailleurs embaucher les extérieurs une fois que... Et ces logiques-là, si vous voulez, ça participe entretenir un écart croissant entre le travail prescrit et le travail réel, et le fait que le management intermédiaire, qui devrait avoir pour tâche essentielle de produire de la médiation par rapport aux contradictions que les gens rencontrent pour faire leur boulot, l'encadrement est de plus en plus évalué, non pas par rapport à la qualité du travail managérial qui fait comme travail de régulation, d'encadrement, de médiation, de résolution des problèmes, etc. Le management est de plus en plus omnibulé par les indicateurs sur lesquels il va être évalué, qui sont en décalage avec la réalité. Il n'y a que les CHSCT qui les amènent à se réimpliquer sur cette question-là. Mais sinon, au niveau politique, depuis 1983, ce qui rassemble les Grenelles, c'est le Grenelle pour l'emploi, pas pour le travail. C'est-à-dire on se préoccupe de la question de l'emploi, et on ne se préoccupe plus de la question du travail. Or, Jean Auroux avait eu cette idée qu'il fallait développer la démocratie à l'intérieur de l'entreprise, et avait fait une très très belle loi sur les groupes d'expression des salariés. Or, cette loi, elle n'a pas marché, et j'ai un de mes doctorants qui a interviewé Jean Auroux il y a 2 ans, pour lui demander, mais qu'est-ce qu'il pensait de cette loi, donc 40 ans après. Et il a fait une analyse formidable, il a dit, ça n'a pas marché parce que tout le monde était contre. Le patronat était contre. La démocratie dans l'entreprise, le pouvoir c'est le chef, c'est le décideur et tout, ça ne se partage pas. Et le patronat a eu l'intelligence stratégique de développer à ce moment-là les cercles de qualité, et de transformer et d'utiliser ces groupes d'expression pour en faire des cercles de qualité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une expression au service du management et non pas au service des salariés, c'est-à-dire au service de la qualité, mais vous avez donné un bon exemple de la façon dont ça peut être détourné. Les syndicats étaient contre. Parce que les syndicats disaient les groupes d'expression c'est nous, ils ne le faisaient pas, ils ne l'ont pas fait, mais ils n'acceptaient pas que ça soit fait par d'autres. Et les salariés n'étaient pas si pour non plus, pour une raison simple, c'est que les salariés ont l'expérience du pouvoir, non pas dans l'analyse des mécanismes de pouvoir, mais ils savent très bien là où ils risquent de se faire leurrer ou pas, et ils savent très bien là où ils risquent de se mettre en difficulté ou pas. Et aucun salarié n'a envie de parler de ses problèmes sur le lieu du travail. Alors ça se faisait de façon informelle, devant la machine à café, quand on prenait le métro ou le tram avec une collègue. Quand on n'allait pas bien, on savait à qui se confier. Il y avait toujours des collègues, et on avait le temps. On avait le temps, et puis bon, on trouvait des lieux, mais des lieux informels, des lieux qui n'étaient pas institutionnalisés. Mais sur l'institutionnalisation de ces lieux-là, on se méfie. Alors on préfère aller voir le médecin du travail, le psychologue du travail, dans des lieux qui sont protégés, mais même beaucoup de salariés n'iront jamais voir le médecin du travail quand ils ne vont pas bien. Ils vont voir leur médecin, leur psychanalyste, s'ils en ont les moyens, mais pas au niveau du travail, parce qu'ils savent bien qu'il y a du pouvoir dans ces lieux-là, et ils ne se sentent pas en sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un espace clinique. Un espace clinique, pour moi, n'est pas un espace thérapeutique.
Hein, c'est un espace clinique, c'est un espace... Clinique, ça veut dire près du lit du malade. C'est quand le médecin va près du lit du malade pour écouter ce que le malade a à dire sur la maladie. Ben, les travailleurs ont besoin d'avoir des gens qui viennent les écouter au plus près du vécu, mais dans un espace qui soit effectivement un espace protégé. Donc il y a le premier niveau, c'est qu'ils ont besoin du collectif au niveau individuel. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans la souffrance au travail, on ne va pas le crier sur les toits, on n'est plus en capacité d'action, de revendication ou autre. Et donc la seule chose, hein, c'est comme le proverbe indien, à celui qui est faim, à celui qui est affamé, il faut donner à manger, à celui qui a faim, il faut apprendre à cultiver la terre. Au travailleur qui est en grande souffrance, il faut l'écouter, l'écouter, l'écouter. À celui qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas au travail et que son mal-être est lié au travail, là, effectivement, il y a besoin d'apporter des réponses en termes collectifs, mais ce n'est pas les mêmes. Et donc la question, c'est hein, comment on peut sortir du risque d'isolement, de repli sur soi. Il y a la question de la honte, de la culpabilité, de la loyauté vis-à-vis de l'employeur. Enfin, ça renvoie aussi à tous ces mécanismes psychiques. Et là, il y a un vrai problème théorique, c'est que la coupure entre médecine, psycho, psychiatrie, sociologie, économie, gestion, est sur le plan théorique une catastrophe par rapport à l'analyse de la complexité de ce qui est en jeu autour de la souffrance au travail. Donc chacun a ses recettes en fonction de sa discipline d'origine, etc. Et même à l'intérieur de la psychologie, vous voyez comment la psychodynamique du travail, la clinique de l'activité, la psychanalyse, les comportementalistes, les cognitivistes ont chacun leurs recettes, leurs réponses, hein, et ils ne se parlent plus, et au contraire ils se tirent des bourres entre eux, et ils ne parlent plus aux sociologues depuis longtemps, mais ça existe aussi entre les sociologues, du travail, des organisations, des psychosociologues. Moi je connais très très bien maintenant tout ça, mais c'est moins acharné que ce qui se passe aujourd'hui dans le champ de la psychologie, par exemple, où je le vois à l'université, où les cognitivistes et comportementalistes veulent la peau des psychanalystes, et ils sont prêts à s'assassiner, à se tuer. Alors, donc il n'y a pas que, je ne veux pas leur jeter la pierre, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un problème au niveau de la souffrance au travail, qui est que les gens vont naturellement considérer que c'est un problème médical et psychologique, et ils ont raison, parce qu'ils le rencontrent sous forme de symptômes médicaux et psychologiques, et il faudrait rencontrer des gens qui leur apportent à la fois une réponse médicale et psychologique, tout en les aidant à exprimer le fait que s'ils sont malades, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en eux, au niveau du corps, au niveau de la psyché, mais c'est à cause des conditions de travail. C'est-à-dire qu'ils démédicalisent et dépsychologisent les causes du mal-être qui est rencontré sous forme d'un symptôme qui est effectivement vécu au niveau somatique et psychosomatique. Et ça, c'est là où vous avez une responsabilité très importante, quand vous êtes dans des intermédiaires, dans des interfaces, etc. Mais beaucoup de psychologues et de psychiatres et de médecins du travail sont tout à fait conscients de ça, mais partagent aussi l'impuissance en disant « Oui, mais moi je fais mon job, je les reçois individuellement. Dès que, si je voulais faire des groupes ou tout ça, d'abord je me ferais, comme le docteur Galamant, assassiné par la direction, qui me dirait « Vous sortez de vos attributions. » Et puis surtout, moi je sais faire ça. C'est ce qu'on m'a appris, de faire un diagnostic médical, ou psychiatrique, ou de faire une approche de soutien psychologique. Je sais faire ça. J'ai été formé pour ça. Je peux faire ça. Ce que vous me demandez de faire, je n'ai pas été formé pour ça. Ils n'ont pas été formés pour ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui se donnent les moyens de le faire. Mais ça veut dire qu'il y a du boulot à faire au niveau des professionnels et du cloisonnement des professionnels qui sont actuellement en charge de la question de la souffrance au travail, etc. Et puis il y a un lieu qui est, heureusement que ce lieu-là existe, et malheureusement, il est en danger, qui a été obligé à poser la question, c'est les CHSCT, avec une approche pluridisciplinaire, puisque dans les CHSCT, il doit y avoir les syndicats, il doit y avoir la direction, il doit y avoir les ressources humaines, il doit y avoir médecins du travail, psychologues, etc. Et on voit que les CHSCT sont en même temps des lieux de... Dans certains, ça se passe très très bien. Dans d'autres, c'est l'impuissance totale parce que
il y a un refus d'élaborer un diagnostic commun, et c'est des batailles, des batailles, des batailles. J'ai plusieurs étudiants qui font des thèses qui sont des syndicats, et je suis de plus en plus sollicité par les syndicats. Ils se sentent mal parce qu'ils voient bien qu'ils sont passés à côté de cette question-là, parce qu'ils se sont focalisés sur l'emploi et non pas sur l'organisation du travail. Ils voient bien que les militants syndicaux ne vont pas bien, parce que ces militants syndicaux de la CGT, des syndicats traditionnels, qui étaient habitués à avoir une position de force, de lutte contre les patrons. Donc ils étaient habitués à ne pas fermer leur gueule devant les patrons, à parler aussi fort qu'eux, à mobiliser les camarades pour des luttes légitimes, pour des luttes pour défendre les intérêts légitimes des travailleurs en termes de conditions de travail, de salaire, des trucs objectifs, concrets, matériels. Et là, pendant un siècle, ils ont appris à faire ça et ils sont battus pour ça. Battus fort, parce que c'était pas facile, et il y en a qui ont payé leur personne, etc. Donc c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier, etc. Et là, tout d'un coup, on voudrait transformer ces militants syndicaux en assistants sociaux ou en psychologues. C'est-à-dire que leurs collègues viennent les voir individuellement, et puis ils parlent, et puis ils parlent, et puis ils s'épanchent, et puis c'est la plainte, et puis je fais pas bien, et puis ceci, et puis mon patron cela, et puis ça, et puis tu comprends, ma femme, les enfants. Ils ne savent pas faire ça, ils n'ont pas été formés pour ça. Et s'ils ne le font pas, ils se coupent des salariés, et s'ils le font, ils sont dans une détresse. J'ai un copain, et ça c'est vrai en France, mais c'est vrai au Canada aussi, j'ai un ami Jacques Réau qui a fait des tas de recherches avec les syndicalistes québécois sur ces questions-là. Il s'est rendu compte que la souffrance des militants syndicaux était pareille au même que la souffrance des salariés qui devaient par ailleurs écouter, et même plus, parce qu'en plus de la souffrance du travailleur, il y a la souffrance du militant syndical impuissant et qui sent bien qu'on attend de lui qu'il bataille, qu'il les défende, qu'il les protège, qu'il fasse du collectif et tout, et lui se sent de plus en plus impuissant à le faire, et ça rajoute de la culpabilité et de la honte à la culpabilité, à la honte, etc. Et donc il y a tout un travail à faire au niveau du syndicat. Alors c'est intéressant parce qu'au niveau des centrales syndicales, il y a prise de... devenir des assistants sociaux. Ils ne savent pas, ils ont le sentiment qu'on leur demande de devenir des assistantes sociales ou des psychologues pour écouter les gens simplement et puis pour s'occuper individuellement parce que chacun dans la singularité de sa souffrance, c'est pas du collectif ça. Et eux, ils n'ont ni le temps, ni le goût, ni la formation pour le faire et en même temps, s'ils ne le font pas, ils vont se couper définitivement du monde du travail. Donc là, il y a un vrai travail à faire au niveau des syndicats pour les aider à faire l'analyse de ça et en tirer les conséquences en termes de formation. Ce matin, je soutenais un magnifique mémoire d'un militant de Sud qui a travaillé avec la CGT à Grenoble, à la Poste, pour justement commencer à développer des formations de ce type-là. Et lui a été, comme syndicaliste, traumatisé par 3 suicides de facteurs. Il était facteur. Il y avait sa factrice, parce que même les facteurs ont des factrices, enfin, c'est-à-dire celle qui lui apportait le courrier, et puis 2 de ses collègues. Et il était effaré parce qu'il y a un de ses collègues, militant syndical, qui se suicide, et au niveau du syndicat, ils font rien. Rien ne se passe. Et tout le monde retourne bosser, et il y avait un CHSCT l'après-midi, et ils n'ont même pas préparé le CHSCT, c'est-à-dire, ce qui est en fait, que je comprends bien, parce que j'ai beaucoup analysé, un mécanisme de défense, parce que comme ils sont impuissants à réagir, etc., le déni est un mécanisme de défense que les psychanalystes connaissent bien, qui protège du traumatisme, qui protège du fait qu'on ne sait pas faire, etc. Donc il y a un vrai travail d'analyse en profondeur sur aussi le rapport que l'on a les uns et les autres avec ce problème de la souffrance au travail, et le fait d'être à la fois produit et producteur de ça, et le fait d'être à la fois concerné personnellement, dans l'intériorité, et en même temps professionnellement en responsabilité d'avoir apporté des réponses concrètes à un problème concret. Je voudrais dire très clairement, pour avancer sur cette question, il n'y a pas de solution dans l'approche solution.
C'est-à-dire que l'approche-solution est quelque chose qui empêche de penser le problème et donc d'apporter la solution. Or, nous sommes tous sommés d'apporter des réponses en termes de solution. C'est-à-dire, je dis en termes d'approche-solution, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans la majorité des entreprises. Donc, terminer les PowerPoint, terminer les référentiels, terminer toutes les prothèses qui sont mises en place et qui, sous prétexte d'apporter des solutions, donc terminer aussi les consultants qui vont vendre aux dirigeants le fait qu'effectivement, eux, ils ont la solution au problème qu'on leur pose. Parce qu'ils n'ont pas. Ils ne l'ont pas. Et donc, c'est là où j'aime bien votre témoignage, c'est les travailleurs, là où ils travaillent, l'encadrement, là où ils encadrent, qui doit élaborer des solutions. Qu'ils se fassent accompagner, qu'ils aillent chercher à l'extérieur des outils d'analyse, qu'ils aillent chercher à l'extérieur le temps qu'ils n'ont pas à l'intérieur pour pouvoir développer ça. Je ne suis pas contre du tout. Je ne suis pas un ayatollah de toutes les formes de consulting, parce qu'il y a tellement de formes différentes de consulting que je ne les mets sûrement pas tous dans le même sac. Par contre, je suis contre la réflexion par procuration, c'est-à-dire de payer des gens pour réfléchir à sa place. Par contre, moi, comme chercheur et enseignant-chercheur, je sais former des gens à la recherche. Et je pense que vous devez vous former à la recherche, c'est-à-dire à l'accompagnement pour faire un diagnostic, à la recherche-intervention, c'est-à-dire un accompagnement pour faire un diagnostic avec les acteurs concernés pour essayer de comprendre la nature du problème. C'est parce que c'est dans la compréhension et l'analyse de la nature du problème qu'on pourra effectivement trouver des réponses. Et donc ça, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, l'évaluation conçue de cette façon-là, c'est révolutionnaire. Parce que ça introduit de la démocratie dans l'entreprise. Parce que ça permet de réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire pour recueillir le point de vue des uns et des autres. Parce qu'il y en a qui parlent et il y en a qui ne parlent pas. Parce qu'il y en a qui savent défendre leur point de vue et l'imposer, alors que d'autres, il y a belle lurette, qui savent que leur point de vue ne sera jamais pris en compte et qui ont intériorisé que de toute façon, leur point de vue était tellement pas pris en compte qu'ils n'avaient même pas de point de vue. Et qu'on leur dit, on est réunis autour d'une table, donnez votre point de vue. Enfin, vous pouvez donner votre avis. Et c'est le grand silence. Parce qu'on ne donne pas son avis comme ça. Parce que son avis, il faut qu'il le construise, il faut l'étayer, etc. Et que quand on est en face de gens qui ont un doctorat, qui sont des grandes écoles, etc., et que soi-même, on a raté son certificat d'études ou son CAP d'ajusteur, eh ben on se ferme la gueule. Parce alors, parfois, dans l'intériorité, il y a quand même un point de vue qui vient. Alors, je termine sur ce premier niveau, parce que c'est juste le premier niveau, sur l'accompagnement individuel. Pour moi, le critère d'évaluation qui me paraît pertinent à ce niveau-là, c'est est-ce que les gens sont plus sujets après qu'avant. C'est-à-dire, par exemple, ici, par rapport à ce soir, pour moi, si vous devez avoir une évaluation par rapport à ce qu'on a fait ensemble, c'est est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu plus sujet après qu'avant. Ça me paraît être un bon critère d'évaluation qui a l'immense avantage de ne pas être mesurable. Et qui a l'immense avantage d'être totalement subjectif et d'être absolument pas objectivable, ce qui fait qu'il est absolument pertinent pour chacun. Et indiscutable. Et indiscutable. Donc vous me direz si vous pensez que, si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Mais j'arrête la plaisanterie sur le fait que ce qu'il faut bien voir dans beaucoup d'outils de management et de gestion aujourd'hui participent à l'instrumentalisation des salariés, des employés, et l'instrumentalisation des rapports et des relations entre les salariés et les employés. Par exemple, de traduire son activité en termes d'indicateurs qui vont être analysés par des machines, qui vont en sortir des grilles d'évaluation, des grilles de comparaison, etc. Une caissière de McDonald's, elle a un service à peu près de 2 heures. Elle ferme sa caisse,
Elle a un logiciel qui lui donne ses résultats, le nombre de clients, le chiffre d'affaires qu'elle a fait, etc. Une comparaison avec la caissière d'à côté, une comparaison avec le service qu'elle avait fait avant. Oh la vache, j'étais bon aujourd'hui, j'ai fait plus 10. Ouais, j'ai la pêche et tout. Et puis là, oh, j'ai fait moins 10 et tout. Là, c'est pas bon, hein. Je suis pas bonne, hein. Je suis vraiment pas bonne. Il y a le chef d'équipe qui dit mais si, t'es bonne, mais de toute façon, ça se mesure pas comme ça. L'évaluation, c'est pas des critères. Là, c'est du qualitatif, c'est pas du... Non, tu vas te reprendre. Je te sanctionne pas parce que tu as fait moins 10. Non, ça n'a pas de... L'indicateur lui-même n'a pas de sens. Non. Parce que c'est un bon manager, et donc il sait lui donner les strokes positifs pour éviter qu'elle tombe tout de suite en dépression. Mais voyez comment elle intériorise à ce moment-là quelque chose qui l'instrumentalise complètement par rapport aux objectifs de la rentabilité, de son poste, de son travail, etc. Et maintenant, on a des outils qui permettent de mesurer absolument la profitabilité de n'importe quelle activité, de n'importe quel salarié, dans n'importe quelle organisation. Ça, c'est de l'instrumentalisation. Alors, ce n'est pas de la réification. Pourquoi? C'est même pas... C'est une aliénation bien différente, puisque, je veux dire, les salariés eux-mêmes sont assez grands, responsables et tout ça, pour être lucides aussi sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils veulent faire, etc. On les responsabilise en permanence. La caissière n'est pas obligée de se prendre la tête en lisant ses listings, elle peut d'ailleurs les laisser de côté, elle n'est même pas obligée de les lire. Mais si elle veut avoir une promotion et devenir manager, il faut qu'elle passe par là. Parce que le rôle du manager, c'est justement de faire intérioriser ces pratiques de gestion pour que les gens savent. Donc si vous voulez comprendre vraiment hein, la difficulté dans laquelle on est pour répondre sérieusement à la question qu'est-ce qu'on fait par rapport à la souffrance au travail, c'est vous donner aussi hein, l'armature théorique dont on a besoin pour comprendre les enjeux économiques, financiers, de gestion, d'organisation, sociologiques et psychologiques par rapport à ce type de vie. Et c'est ça qui nous fait passer au niveau du deuxième étage des collectifs, qui est le collectif au niveau du lieu de travail. Parce que les collectifs au niveau du lieu de travail, je pense qu'ils ne peuvent pas s'organiser autour de la souffrance au travail. Parce que les gens n'ont qu'une envie de parler de la souffrance au travail, de leur souffrance au travail. Par contre, ce qui est légitime de parler au travail, c'est par exemple du système d'évaluation. C'est par exemple de discuter les objectifs. C'est par exemple de refuser l'individualisation des primes au mérite. Je vous raconte juste l'histoire d'un gendarme qui était excellent, qui avait une brigade qui était excellente, qui reçoit la prime, lui comme chef de brigade, une prime individualisée comme le meilleur gendarme de tout le bataillon. Il dit mais c'est pas juste, c'est ma brigade. Donc moi je refuse cette prime individualisée et il la verse aux œuvres sociales de la gendarmerie. Et il fait un mail en disant qu'il la verse parce que c'est le collectif qui mérite cette prime et pas lui. Il a été sanctionné. Il a été sanctionné par la hiérarchie pour acte d'insubordination. Vous voyez l'excellence? Vous voyez pourquoi la valeur des uns n'est pas la valeur des autres? Vous voyez pourquoi l'individualisation n'est pas une simple... Tous les managers savent bien que la performance n'est pas la simple juxtaposition des performances individuelles, mais comme on ne veut pas favoriser les collectifs, parce que justement, l'individualisation n'est pas seulement un système d'évaluation ou autre, c'est aussi un système de pouvoir. C'est aussi un système qui est effectivement derrière les entretiens d'évaluation, derrière les primes, etc. Il y a évidemment hein, une instance de pouvoir. Donc, les collectifs au niveau du travail ne pourront se développer qu'à partir du moment où effectivement ils seront en position de pouvoir contester les formes, les outils de gestion en tant que ces outils de gestion les empêchent de bien travailler, les empêchent d'être sujets, les instrumentalisent, les empêchent de passer à un niveau collectif aussi dans le travail, etc. Et si c'est si difficile, c'est parce que ça touche des enjeux de pouvoir et ça vient au troisième niveau, qui est le niveau politique. C'est-à-dire que tout seul, on ne peut rien par rapport à ça. Je veux dire, tout seul, on peut au niveau, et je suis d'accord avec vous, on peut
au niveau de ses propres choix et au niveau individuel de son boulot, etc., il y a des marges de manœuvre possibles. Par contre, changer le système d'évaluation ou changer, par exemple, la part de la plus-value qui est produite, de la richesse produite et de la répartition qui est décidée entre les actionnaires, l'entreprise et les travailleurs, ben ça, tout seul, on ne peut rien. Sauf que si on se désintéresse de cette question-là, on ne peut rien non plus. Alors, ça pose un vrai problème politique, parce que quel parti politique aujourd'hui est en mesure de faire une analyse du capitalisme et de poser des réponses politiques à cette analyse-là? Je veux dire, la façon dont tous les partis politiques, quels qu'ils soient, ont laissé s'installer des normes comptables qui favorisent la mesure de la valeur pour l'actionnaire et non pas pour le travail, socialistes, pas socialistes, etc., ils ont tous complices là-dessus. Alors, où allons chercher, où on peut chercher ces forces politiques? Ben, c'est là où si le chemin se fait en marchant, c'est-à-dire il y a à repenser la sphère politique par rapport à cette question-là. Moi, j'ai écrit le manifeste pour sortir du mal-être au travail. Le jour où j'ai entendu, en janvier 2012, j'étais invité par France Culture au journal de la mi-journée. Il y avait tous les candidats à l'élection présidentielle qui venaient au rond-point des Champs-Élysées sur la question « Quel travail voulons-nous ?» sur la question du travail. Donc j'ai écouté Marine Le Pen, François Hollande, Xavier Bertrand pour Sarkozy, François Bayrou, Pierre Laurent pour Mélenchon. Tous les candidats parlaient du travail. La majorité ont parlé de l'emploi et non pas du travail. Et la seule qui a apporté une réflexion théorique et politique sur les rapports entre le capital et le travail, c'est Marine Le Pen. Vous vous rendez compte? Le désastre que ça représente sur la question de la façon dont les politiques aujourd'hui n'arrivent pas à s'emparer de cette question-là. Comme chercheur, moi je pense que c'est de notre responsabilité de donner des outils d'analyse, de donner des formulations, d'analyser les choses, c'est ce que j'essaye de faire. Et on pense comme ça. La visibilité, c'est pas à nous de nous en occuper. Moi, je le fais. Enfin, je veux dire, je m'en désintéresse pas, je publie. Quand des journalistes m'invitent ou des gens m'invitent, j'y vais. Mais la visibilité, après, c'est hors. Ne demandez pas aux chercheurs de faire ce qu'ils ne savent pas faire. Eux, ils doivent faire des recherches pour comprendre le monde dans lequel on est, pour comprendre ces processus et ces phénomènes. Après, il est de la responsabilité des institutions qui embauchent les chercheurs ou de la sphère des gens qui s'intéressent à ces questions-là, de leur donner une visibilité. Mais la visibilité, elle dépend de la pertinence des analyses que font les chercheurs, et si les analyses que font les chercheurs sont pertinentes, au bout d'un moment, elles acquièrent de la visibilité. Donc, je ne suis pas du tout qui concerne le lieu aujourd'hui, qui est un lieu de réflexion et d'action le plus pertinent par rapport à toutes ces questions-là, c'est l'appel des appels, et je vous invite à rejoindre l'appel des appels. Vous allez taper l'appel des appels, il y a un manifeste Une réponse qui a obtenu 90 000 signatures, ce qui n'est pas rien. Et avec Roland Gavry, on a le projet cette année d'accompagner et de susciter des comités locaux. Et on souhaiterait tout à fait qu'il y ait un comité sur Provence-Côte d'Azur, ou dont Marseille pourrait être la capitale. D'accord. L'appel des appels. Parce que je vais répondre autrement à votre question. Pendant le désarroi, il est effectivement ce qui nous frappe beaucoup, et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a une envie de réagir. Et qu'en même temps, il y a le sentiment qu'il n'y a pas de lieu pour ça, qu'on ne sait pas. Ce qui redonne espoir aux gens, c'est quand ils ont le sentiment d'être un peu plus sujets. Et ils sont sujets à partir du moment où ils ont le sentiment qu'effectivement, ils vont en trouver d'autres. Il y a un magnifique poème espagnol de Machado qui dit le chemin se fait en cheminant, caminant. Bon, et qui dit ça exactement, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi j'adore venir dans ces réunions-là, quand ça se termine, sur ces questions-là.
C'est-à-dire quand des gens disent, oui, nous aussi on aurait envie de faire quelque chose, à la fois comprendre, donc se donner les moyens intellectuels, parce que ce n'est pas les intellectuels qui sont l'avant-garde du prolétariat. Hein, moi j'ai connu ça. On l'a un peu vu, oui. Bon. Et j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Si les gens veulent me lire et m'inviter, je viens. Oui. Je suis ravi. Le témoignage que j'ai eu tout à l'heure de quelqu'un qui me dit « Votre livre m'a vraiment aidé à un moment où j'en avais besoin parce qu'il m'a aidé à penser et il m'a aidé à passer cette phase-là », je veux dire, c'est pour ça que moi je ne me fais pas de soucis avec la question de l'importance du travail de recherche sur ces questions-là et la responsabilité des chercheurs. Elle est là. Après, la responsabilité des acteurs, c'est de s'emparer de ça et d'agir là où ils sont acteurs. Voilà. Bon, à chacun son truc. Et ce qui est bien, c'est qu'on puisse de temps en temps parler ensemble. C'est une jolie conclusion. J'ai la chance de rencontrer des gens. C'est ça le bonheur du métier de sociologue, c'est qu'on rencontre des gens de toutes sortes, de tous les milieux, de toutes les positions, dans des organisations très différentes, des pays, des cultures, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a un très fort engouement de partager déjà une analyse ensemble et le fait de dire, de mettre des mots sur ce que les gens ressentent, etc., quel que soit par ailleurs leur niveau d'études, leur culture, etc. Et que je tiens exactement le même discours pour des syndicalistes, pour des dirigeants du CAC 40 et pour les jeunes de Gennevilliers quand ils m'invitent à faire un truc autour d'un film, etc. Je ne varie absolument rien de l'analyse, etc. C'est exactement... Alors, après, je m'adapte au contexte, au truc et machin, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a une appétence aujourd'hui forte pour partager des inquiétudes que chacun vit différemment dans sa singularité, etc. Mais c'est ça qui est intéressant du discours sociologique, c'est qu'on a la transversalité qui permet effectivement de voir les lignes de force au-delà ou en deçà du vécu de chacun. Et donc c'est pour ça que c'est très important, parce que moi, comme chercheur, ça me permet de vérifier aussi la pertinence du propos et des hypothèses. Et que c'est ça qui est la différence avec beaucoup d'autres chercheurs. C'est ça, pour moi, l'intérêt du chercheur clinicien, c'est qu'il va au plus près du vécu et donc il renvoie toujours la pertinence pour moi des analyses que je fais, c'est vous, plus ou autant que mes collègues spécialistes de ces questions dans le champ scientifique. Il faut les deux. Et là, un des problèmes des chercheurs, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont choisi la recherche pour ne pas aller sur le terrain. Enfin, pour s'éloigner du vécu et être dans la conceptualisation. Donc, se rapprochant de l'intellectuel. Et ça, c'est un vrai problème que j'ai avec beaucoup de mes collègues, parce que c'est pas ma conception, et c'est vrai que là, il y a un vrai problème des chercheurs qui n'arrivent pas à trouver les mots qui soient accessibles par rapport aux gens.